Messieurs, mesdames, comme vous le savez, Bernard Dubois est décédé. Donc pour nous, majorité, je pense pour beaucoup de conseillers du conseil municipal, c'est un drame. C'est vraiment un drame parce que c'était un être exceptionnel, moralement, professionnellement, politiquement. Après une carrière brillante de chef d'entreprise, il a mis son temps libre au service de la République, de notre collectivité et des associations caritatives. C'est un homme rare, un ami qui nous a quittés. Je vous demande de bien vouloir faire une minute de silence. Bertrand Michel, Moitié Marie-Claude, Viano Michel, Bonuccelli Karine, Monesti Michel, Sakeli Marie, Salmon Pierre, Daniel Didier, Fichevine, Pouvoir Michel Bertrand, Roise Thérèse, Aguilo Philippe, Gana Henri, Pilar Elisabeth, Antonini Marie-Ange, Pouvoir Jean-Michel Ambrogio Jean-Michel, Maki Edith, Langlais Marinette, Lanza Catherine, Pouvoir Marie Sakeli, Léo Ambin, Patrick Pouvoir Origana, Basini Alice Pouvoir Philippe Aiello, Salou Abder, Pronesti Dominique, Mercurio Frédéric, Rofani Brigitte, Pouvoir Frédéric Mercurio, Giraudy, Ricardi Evelyne, Pouvoir Éric Chalvin Éric, Chinka Gisèle Pouvoir et Guy Giraud, Crépin Robert, Mirandon Gilbert, Présent. Crépin Charline, Pouvoir Robert Crépin, Pes Jean-Loup, Falcou Jean-Noël. Présent. Donc nous allons nommer un secrétaire de séance, Madame Bonuccelli, qui est contre, qui s'abstient, merci. Point numéro 1, approbation du procès-verbal du Conseil du 12 février 2016. Qui a des remarques? Oui. Vous m'avez marqué absent et j'ai été excusé. C'est un petit détail. Oui, on va rectifier, merci. Pas d'autres observations, merci. Point 2, décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes. DC 1512-0257 en date du 17-12-2015. DC 1512-0256 en date du 17-12-2015. DC 1601-0001 en date du 5-1-2016. DC 1601-0002 en date du 12-1-2016. DC 1601-0003 en date du 12-01-2016. DC 1601-0004 en date du 14-01-2016. DC 1601-0005 en date du 19-01-2016. DC 1601-0006 en date du 15-01-2016. DC 1601-0008 en date du 20-01-2016. DC 1601-0009 en date du 25-01-2016. DC 1601-0010 en date du 25-01-2016. DC 1601-0011 en date du 26-01-2016. DC 1601-0012 en date du 28-01-2016. DC 1601-0013 en date du 28-01-2016. DC 1601-0015 en date du 29-01-2016. DC 1601-0016 en date du 04-02-2016. DC 1602-0017 en date du 03-02-2016.
DC 1602 0018 en date du 04-02 2016. DC 1602-0019 en date du 28-01 2016. DC 1602-0020 en date du 29-01 2016. DC 1602-0021 en date du 03-02 2016. DC 1602-0022 en date du 01-02 2016. DC 1602-0023 en date du 01-02 2016. DC 1602-0024 en date du 03-02 2016. DC 1602-0025 en date du 03-02 2016. DC 1602-0026 en date du 03-02 2016. DC 1602-0027 en date du 03-02 2016. DC 1602-0028 en date du 03-02 2016. Les décisions sont jointes à la présente délibération. Il est donc demandé au Conseil municipal de prendre acte des décisions municipales jointes à la présente. Oui. S'il vous plaît, merci. Sur la 15, décision 15, droit de préemption de la parcelle cadastrale DB 150, pouvez-vous nous dire les raisons qui nous ont conduits à préempter et l'usage que vous comptez en faire? C'est le local de la ville hôpital. Bon, je vais vous faire par micro. Écoutez, c'est la nouvelle mairie qui a cessé de l'activité et la mairie a décidé de préempter. Je crois qu'à l'heure actuelle, on est en train de regarder si on peut préempter le service jeunesse qui serait peut-être un peu mieux que où il est à l'heure actuelle, et ça, Daniel vous le dira. Pour le mettre en place du collège, ça serait peut-être un petit peu plus sympa qu'il soit sur l'avenue de Cannes, à côté de Jean Moulet. Donc voilà les listes à l'heure actuelle, on fait un petit peu sur le collège. D'autres questions? Non, merci. Ordre du jour numéro 3, sécurisation des contrats de prêt structurés à risque, protocole transactionnel. Ah non, monsieur le premier adjoint des finances préfère le débat d'orientation budgétaire avant. Donc si vous voulez bien, nous passons au point 5, débat d'orientation budgétaire. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, Madame le maire, débat d'orientation budgétaire ville. Dans le respect de l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit examiner les orientations budgétaires pour l'année 2016. Le débat permet à l'Assemblée de donner des informations sur la situation financière de la collectivité et de débattre des priorités budgétaires à venir. Le débat d'orientation budgétaire n'a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer du respect de la loi. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur les orientations budgétaires donc. Alors, je vous ai fait un résumé, une synthèse en même temps du débat d'orientation budgétaire. Depuis notre arrivée, c'est-à-dire en 2014, comme vous le savez, nous avons dû faire face à une situation financière catastrophique qui a été confirmée par le trésorier public et les services de l'État en nous plaçant en réseau d'alerte dès juillet 2014 suite aux résultats du compte administratif 2013 qui se terminait, je vous le rappelle, par une capacité d'autofinancement négative de la commune, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre pour financer de nouvelles infrastructures et les engagements pris par nos prédécesseurs. Ce handicap, nous avons toujours à le surmonter. Et je voudrais souligner qu'il y a deux faits majeurs qui impactent nos finances locales. La première, c'est la baisse continue des dotations de l'État. Un petit rappel. Nous avons subi une baisse de 442 439 € en 2014, ce qui représentait plus de 10% de notre dotation globale de fonctionnement.
Nous avons ensuite subi une baisse de 888 523 € exactement en 2015, soit une perte de 23% de cette dotation DGF. Pour cette année, nous estimons à 780 000 € minimum. Cette perte, elle sera encore de 23%. On arrive donc à un total, vous l'avez compris, sur 3 ans, d'une diminution de la dotation générale de l'État de plus de 2 millions, c'est-à-dire pratiquement la moitié, 48,97 exactement. C'est le premier impact sur nos finances. Le deuxième impact, il s'agit bien sûr de la dégradation de notre emprunt toxique euro-franc-suisse, dont je voudrais vous rappeler les échéances que nous avons subies, là aussi astronomiques. Échéance 2012, 357 000 €, le taux était à 4%. Échéance 2013, 726 000 €, ce qui a doublé, on est à 11,68%. Échéance 2014, 762 000 €, on est toujours au-dessus de 10, on est à 12,60%. Et puis, vous vous en souvenez tous, en janvier dernier, le taux de change qui explose, et nous avons cette fois dû payer en 2015 1 237 889 € exactement, avec un taux qui est passé à 23%. Voilà. Au niveau de l'évolution des capacités d'autofinancement, dont j'ai déjà un petit peu parlé. Les économies qui ont été réalisées sur les différents postes de dépenses, l'augmentation de la fiscalité également, et puis les augmentations des droits de mutation ont permis à la collectivité d'améliorer ses capacités d'autofinancement. Comme vous le savez, tout organisme, à l'issue de son cycle d'exploitation, doit faire ressortir une marge disponible. Cette marge, qui correspond au produit d'exploitation diminué des charges nécessaires à son fonctionnement, ça s'appelle l'excédent brut de fonctionnement, en l'EBF. Et cela constitue un indicateur majeur dans l'analyse du fonctionnement de la commune et de sa santé financière. Cet indicateur, lorsqu'on enlève les frais financiers, ça s'appelle la capacité d'autofinancement brute, la CAF brute. Et ensuite, lorsque vous enlevez le remboursement du capital des emprunts, ça s'appelle la CAF nette. Comme je l'ai dit, quand nous sommes arrivés en 2014, je l'ai dit en préambule, nous avions une CAF négative. Grâce au redressement aujourd'hui de la CAF brute et grâce à la stabilisation du remboursement de la part en capital de la dette, nous avons une CAF nette qui apparaît en 2015 largement positive, ne soulevant plus d'inquiétude sur le respect de la règle de l'équilibre réel. Au niveau des efforts que nous allons faire au niveau du fonctionnement, de nombreuses mesures ont été mises en place déjà pour réduire les charges à caractère général. La reprise en régie de certaines prestations, la suppression de certains marchés, la réduction des marchés des espaces verts, la prise en charge des réparations des véhicules par le garage municipal, par exemple. Nous avons, je vous le rappelle aussi, réalisé l'année dernière une économie de 4% sur le compte administratif 2014 en seulement 8 mois de mandat. En 2015, nous avons continué la diminution des dépenses, ce que vous verrez prochainement lorsque je vous présenterai le compte administratif 2015. Au niveau des dépenses en frais de personnel, une réorganisation des services a été initiée par Madame le maire, qui a fait appel à l'expertise du Centre de gestion de la fonction publique des Alpes-Maritimes. Le but est d'aboutir à une meilleure organisation des services municipaux, permettant de rationaliser leur fonctionnement. Ce poste de dépense évoluera tout de même en tenant compte du glissement de vieillesse technicité qui est lié, comme vous le savez, aux évolutions de carrière des agents. La mise en place de la réforme des risques scolaires nous a impacté, en année pleine cette fois, au niveau des dépenses de personnel, puisque nous avons dû embaucher à cet effet des animateurs dédiés uniquement à cette activité. Au niveau des subventions aux associations, elles ont fait l'objet d'un examen particulier dans cette période de restriction, et Madame le maire a souhaité confirmer son soutien au monde associatif, comme l'année passée, en ne baissant pas les subventions
car la contribution des associations à la dynamique de la vie locale, à l'animation et au développement du lien social sont des éléments de réussite et de bien vivre ensemble qui doivent continuer à être soutenus sans faille et sans aucune hésitation. Au niveau social, nous avons consolidé notre aide au CCAS et aux seniors en augmentant la subvention qui passe à 973 180, soit une augmentation de 173 180 € exactement par rapport au BP 2015. Je rappelle que le montant global sur l'année 2015, il était d'1 million en raison des intempéries d'octobre et du soutien nécessaire qui a été apporté à la population sinistrée, alors qu'au départ, il était prévu à 800 000. Sur 2016, va être mis en place également la maison des services au public, la MSAP, qui sera cofinancée par la ville, d'où l'augmentation de la subvention cette année, qui sera également subventionnée par la CASA, par l'État et par le département. La réduction des participations de la ville aux syndicats intercommunaux a diminué les crédits sur ce chapitre également, puisque nous avons le CIFLOP qui a été dissous, et également la subvention à l'IPIC qui a diminué par rapport à 2015 de 550 000 à 640 000 auparavant. Deux soucis de prélèvement sont indépendants de notre volonté et qui sont à noter. Tout d'abord, c'est l'augmentation du SPIC et puis les pénalités qui sont dues à la carence en logements sociaux. Alors, pour le SPIC, je vous rappelle que c'est un mécanisme de solidarité qui a été mis en place par l'État, qui vise à prélever une partie des ressources de certaines collectivités dont nous faisons partie, parce que considérées comme riches, parce que appartenant à une commune d'agglomération qui est riche, la CASA, pour les reverser à des collectivités qui sont moins favorisées. Le prélèvement au niveau national est fixé pour 2016 à 1 milliard. La poursuite de l'augmentation du SPIC, donc, va s'amplifier. Je vous rappelle que l'année dernière, en 2015, le montant initial était de 360 508. Il a été ramené à 286 784 grâce à une prise en charge de la CASA. Vous vous rappelez, on avait voté tous ensemble au mois de juin, puisqu'il fallait que les 24 communes soient d'accord. Nous prévoyons pour cette année donc un SPIC à 479 450 €. Au niveau des logements sociaux, la pénalité qui a été fixée par l'État devrait être compensée par les subventions versées au titre de l'aide de la commune pour le logement social, notamment au niveau des subventions que nous versons au niveau de la CNIVAL. Pour information, elle s'élève à 585 000 en 2015 et serait au moins équivalente en 2016. Ce crédit sera prévu à cet effet dans le BP 2016. Au niveau de l'évolution des impôts et des taxes, cette année, nous avons évidemment décidé de ne pas augmenter les taux de fiscalité. La loi de finances de 2016, elle, de son côté, prévoit une revalorisation des bases de la fiscalité directe locale de 1%. Les droits de mutation seront maintenus au même montant que pour le BP 2015, même si, comme je vous l'ai dit, il y a une évolution positive qui a été constatée en 2015. Il s'agit d'une recette qui est cependant aléatoire, donc qui dépend du marché des transactions immobilières. Mais je voudrais quand même faire une remarque positive à ce sujet, c'est qu'il y a eu quand même 300 000 € d'augmentation, ce qui veut dire que le marché immobilier sur notre commune reprend. Au niveau de l'attribution de compensation qui est versée par la CASA, elle devrait baisser en raison du transfert du personnel politique de la ville au niveau, puisque ça est devenu une compétence CASA. On estime cette perte à 130 000 €. Au niveau des orientations de l'investissement maintenant. Alors, les dépenses d'équipement sont stables depuis 2013, mais elles sont insuffisantes pour une commune de notre taille. Même si les contraintes budgétaires impactent fortement les investissements, nous allons proposer cette année au niveau des investissements beaucoup plus importants, tout en stabilisant l'emprunt pour remettre en état toutes les infrastructures qui sont endommagées suite aux intempéries d'une part, et d'autre part pour répondre aux besoins de mise en conformité des différents lieux publics
dans le cadre du programme d'accessibilité que nous avons également voté ensemble. Un certain nombre d'investissements donc s'imposent, vous les avez dans votre doc qui vous a été remis. Donc réseau d'eau pluviale et les vallons, le détournement du vallon de Naïve, qui est intégré dans le PAPI 2, la répartition de l'épi du Madé, la réparation de l'épi du Madé en partenariat avec les villes d'Antibes, car il est positionné sur les 2 communes, je vous le rappelle, le raccordement des eaux pluviales du cimetière sur l'Issour d'Adou et la reprise du réseau d'eau. Au niveau des équipements électriques urbains, alors il y a un plan d'investissement, ça a rappelé que c'est le partenariat public-privé, qu'il faut également rembourser à hauteur de 600 000 €. La remise en état de certains secteurs fortement touchés par les intempéries d'octobre 2015. Au niveau de l'aménagement urbain, il va y avoir la mise en place des équipements de voirie, signalisation directionnelle, mobilier urbain, extension de la vidéoprotection, des murs de soutènement, des reprofilages de voirie, des réfections de trottoirs, des mises en accessibilité dont j'ai parlé, et bien évidemment des aménagements de voirie. Au niveau des travaux dans les bâtiments communaux, la première partie du programme de mise en accessibilité des différents bâtiments communaux va donc démarrer. Différents travaux au niveau des bâtiments scolaires, des travaux au niveau des bâtiments culturels, des travaux sur les églises, Sainte-Anne et Saint-Jean, et Saint-Pierre, pardon, des travaux sur les équipements sportifs dans le stade de Valoris, des travaux dans les crèches, des travaux dans les autres bâtiments communaux. Au niveau informatique, il y a le renouvellement périodique des équipements, il y a également le passage à la dématérialisation totale de la chaîne comptable, ce n'est pas une mince affaire, et ensuite il y a le plan numérique triennal pour les écoles. Au niveau du renouvellement des véhicules utilitaires, nous le poursuivons, nous l'avons engagé l'année dernière. Donc certains véhicules sont très anciens et coûtent cher. Le renouvellement partiel va être finalisé donc cette année, suite à l'année dernière. Acquisition également du matériel et du mobilier pour les différents services municipaux. C'est l'immobilier pour les services, les matériels pour le centre technique municipal, les matériels divers pour les écoles et les différents services. Au niveau des subventions d'équipement pour la réhabilitation de logements sur la commune, les actions qui ont été menées par la CENIVAL vont être poursuivies avec le soutien de la commune. Ces subventions viennent en déduction, je le rappelle, de l'éventuelle pénalité que la commune devrait verser au titre de l'article 55 de la loi SRU pour insuffisance de logements sociaux. Alors, l'acquisition de locaux, le deuxième paiement concernant l'acquisition en VFA, vente en état de futur achèvement pour les locaux de l'îlot et l'ENA, est inscrit pour un montant de 960 000 €. Enfin, il y aura des restaurations d'œuvres d'art. Nous allons faire la tranche conditionnelle qui avait été votée de restauration des œuvres magnifiques, qui était prévue au marché l'année dernière. Donc, en résumé, je vais vous laisser la parole. Il y a des points positifs et des points négatifs. Sur les points négatifs, c'est 2 points, il y a 3 points noirs. Le premier, c'est la perte des dotations d'État, la diminution très importante. Le deuxième, c'est l'emprunt euro-franc suisse, dont nous allons débattre également tout à l'heure, qui pèse très fortement parce que si nous ne le sécurisons pas, cette année nous avons payé plus d'1 million. Quid de l'année prochaine? Vous savez qu'il beaucoup de financiers prévoient une nouvelle crise économique et financière. Je ne m'engagerai pas sur ce point, mais dans tout ce que j'ai pu entendre de personnes compétentes, nous sommes à la veille d'une nouvelle crise. Est-ce que cet emprunt n'en subira aucune conséquence? Très franchement, je ne le pense pas. Faut-il prendre un risque? Nous payons déjà, je vous rappelle, plus d'1 million d'euros. Donc 2 points noirs, les dotations de l'État et l'emprunt toxique. Et le troisième, c'est aussi le mauvais contrat qui nous reste avec le PPP, puisque, je vous l'ai dit, nous payons 600 000 € de remboursement du capital, et nous payons également 300 000 € d'intérêt. Donc c'est un budget très important qui pèse sur notre commune. Ce qui est pour nous les points
positif, ce sont les économies que nous avons réalisées sur les différents postes de dépenses que nous continuons à réaliser. Bien sûr, l'augmentation de la fiscalité, l'augmentation des droits de mutation qui ont permis à la collectivité d'améliorer ses capacités d'autofinancement. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Monsieur PS, allez-y. Comme vous voulez. Alors, tout d'abord, avant d'intervenir, je souhaitais remercier Mme Tombarel pour le travail complexe qu'elle effectue au quotidien et pour son énergie. Et au travers de cette reconnaissance, c'est l'ensemble des personnels de la commune que je souhaite remercier pour leur travail et leur engagement, malgré des conditions parfois difficiles et dans lesquelles ils effectuent leur mission, et le niveau de stress palpable dans lequel ils évoluent aujourd'hui. En ce qui concerne la délibération proposée, et pour ma part, je ne participerai pas à ce débat d'orientation budgétaire que vous nous proposez. Au vu de la pauvreté des informations que nous recevons, rien ne permet de penser que vous ayez une véritable volonté de débattre dans les conditions de sincérité qu'imposerait ce type d'échange. Aucun travail en amont n'a été partagé, aucune information sérieuse et chiffrée sur l'orientation ne nous a été fournie. Je me prononcerai donc contre ce DOM qui ne répond que très partiellement aux implications de la loi NOTRe et prend acte que le niveau d'information fourni ne permet pas de débattre. Merci. Il est vrai que l'état des lieux que vous nous présentez est toujours intéressant, mais que vous ne nous dites rien concernant les choix budgétaires sur l'année à venir, ce qui est quand même le but d'un débat d'orientation budgétaire. Donc vu qu'il n'y a rien de chiffré, rien de documenté, il n'y a pas grand-chose à débattre, donc autant s'abstenir en attendant le vote du budget. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération. Oui, si vous voulez, c'est un peu le même genre d'observation, pris différemment. Si vous voulez, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, vous savez que la loi NOTRe est venue rajouter un certain nombre d'analyses, de production d'analyses complémentaires, notamment le contexte économique et politique, le diagnostic financier et fiscal, un diagnostic sur les dépenses de personnel et les orientations servant de base à l'élaboration du BP 2016. Alors, sur le contexte économique et social, il aurait été intéressant d'évoquer les efforts que les collectivités doivent consentir dans le cadre de la réduction des dépenses publiques. Il aurait été tout aussi utile d'énoncer les conséquences financières de la péréquation et des prélèvements des communes dites riches et des effets sur les communes bénéficiant d'un reversement. Il aurait été également indispensable d'énoncer les mesures fiscales applicables aux collectivités, notamment en valeur locative, fonds de compensation de la TVA. Il aurait été aussi utile de dresser un tableau évolutif des charges et des recettes des budgets d'investissement et de fonctionnement, et ce depuis 2014. Il aurait, à mon sens, été aussi indispensable d'en déduire les enjeux financiers et budgétaires pour 2016 et de proposer des choix. Or, nous constatons que ce n'est pas le parti que vous avez pris, ce qui ne permet pas de débattre de manière transparente sur les orientations budgétaires. En conséquence, face à des perspectives énoncées en deuxième partie de ce document, qui reste très évasif, nous regrettons d'abord à constater que celui-ci ne peut être considéré comme probant et nous abstiendrons également de débattre du document d'orientation budgétaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Il y a un vote, oui, il y a un vote cette année. C'est la loi NOTRe. Il faut la lire jusqu'au bout, monsieur. Ah, vous avez lu l'essentiel. Alors, qui est contre? Ah, pardon, j'ai oublié, monsieur Crépin. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Monsieur Crépin. Je voulais remercier les services de la mairie pour le travail remarquable effectué et nous voterons aussi cette orientation budgétaire. Des questions? Oui, donc comme vous parliez de la loi NOTRe, il fallait la lire jusqu'au bout, puisque cette année, il faut débattre. Il faut voter. Voter après le débat, On voilà. va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Non, tout le monde peut pleurer. Point 6, débat d'orientation budgétaire, assainissement.
Alors, dans le respect de l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante doit examiner les orientations budgétaires pour l'année 2016. Le débat permet à l'Assemblée de donner des informations sur la situation financière de la collectivité et de débattre des axes budgétaires à venir. Le débat d'orientation budgétaire n'a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une délibération afin que le représentant de l'État puisse s'assurer du respect de la loi. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur les orientations budgétaires. Donc je vais vous les lire. Si l'action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote du budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape de ce cycle. Le débat d'orientation budgétaire n'a aucun caractère décisionnel et ne donne pas lieu à vote, sauf depuis cette année. Mais sa teneur doit néanmoins faire l'objet d'une délibération dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif afin que le représentant de l'État puisse s'assurer du respect de la loi codifiée aux articles L2312-1, L2531-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce débat permet au Conseil municipal de discuter des orientations budgétaires de l'exercice des engagements pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget primitif, de connaître les orientations de l'État concernant le secteur public local, d'être informé sur l'évolution de la santé financière de la collectivité. Alors, l'analyse rétrospective du budget annexe de l'assainissement de la commune et les perspectives 2016 pour le budget annexe de l'assainissement de la commune. Un petit rappel, la commune de Valoris-Golfe-Juan a confié par les délégations de services publics l'entretien de son réseau d'assainissement collectif à la société lyonnaise des eaux. Les services techniques de la ville assurent des travaux d'extension et de renouvellement sur les réseaux publics d'assainissement ainsi que sur la gestion du délégataire, suivi du service public, contrôle des travaux du délégataire, suivi des dysfonctionnements sur le réseau et des plaintes des usagers, amélioration du service de l'assainissement. Le réseau d'assainissement de Valoris-Golfe-Juan est séparatif avec plus de 69,1 km de réseau et 13 stations de relevage, dont 4 pour la protection des eaux de baignade, ce qui correspond à environ 25 000 habitants desservis, un taux de desserte de près de 85%. La commune de Valoris-Golfe-Juan traite l'ensemble des eaux usées, 1 727 057 m3, dans la station d'épuration Nobilis, station de 64 000 équivalents habitants, mise en service en 2009, répondant aux exigences européennes avec notamment un traitement biologique. Les missions du service, travaux d'extension et de renouvellement sur le réseau public d'assainissement, service public d'assainissement non collectif, contrôle des installations dans le cadre des autorisations d'urbanisme, contrôle sur le chantier suite à la réalisation des travaux après PC ou réhabilitation, contrôle préalable aux ventes, suivi du délégataire du service public de l'assainissement, contrôle des travaux du délégataire, suivi des dysfonctionnements sur le réseau et sur les plaintes des usagers, amélioration du service de l'assainissement. Relationnel avec les syndicats voisins en charge de l'eau et de l'assainissement, le SICACIL, CIAUBC, psychoplombier, celui-là. Mise en œuvre de la participation forfaitaire de l'assainissement, les conventions de déversement, la surveillance des rejets des substances dangereuses dans le milieu naturel, obligation réglementaire qui consiste à faire des analyses et identifier la présence éventuelle de substances dangereuses sur les rejets de la station d'épuration. Donc l'analyse rétrospective du budget annexe de l'assainissement de la commune. Section de fonctionnement, réalisation des tests d'étanchéité de passage caméra sur les réseaux des eaux usées, curage des réseaux et contrôle des installations. Donc vous avez la somme, 10 619 €. Des annulations des titres sur exercice antérieur suite à des annulations de permis de construire. Cela implique le remboursement au pétitionnaire des sommes perçues pour leur abonnement à l'égout, 41 593 €. Service de passage de réseau Vallon de Mova, 11 000 €. Au niveau de la section d'investissement, des marchés de travaux avec extension du réseau d'eau usée du chemin du Canet, 67 685 €. Extension du réseau d'eau usée boulevard Sainte-Marguerite, 38 753 €. Poste de relevage Saint-Bernard-Puissanton, 456 543 €. Nouvelle pompe sur le premier bassin de la station, 1 646 €. Les perspectives 2007 pour le budget d'investissement de la commune de Valoris. Donc, le budget investissement 2016 sera utilisé pour des travaux qui sont liés à l'avenant numéro 1 du contrat de la DSP de l'assainissement. La réhabilitation du poste Saint-Bernard-Bas. Ce poste est localisé en non inondable et lors des intempéries, il renvoie des eaux parasites dans les réseaux d'eau usée.
La réhabilitation de ce dernier permettra de diminuer les apports d'eau parasites et ainsi diminuer les débordements de la nuit et tapis vert. Des travaux d'extension et de renouvellement des réseaux, donc extension du réseau chemin Notre-Dame, réhabilitation du réseau Vallon-la-Maille, extension du réseau boulevard Saint-Honorat, extension du réseau chemin de Nicobol, extension du réseau chemin du Canet, travaux pub Marignan et enfin amélioration structurelle sur les réseaux des eaux usées. Pour le fonctionnement, au niveau des dépenses, elle regroupe les dépenses nécessaires pour les différents contrôles à mener sur les réseaux et prévoit des crédits nécessaires au remboursement des taxes suite à l'annulation du permis de construire. Et au niveau des recettes, elles sont prévues en baisse du fait de l'absence de la surtaxe communale pour les permis sans année plus consommés. Voilà, Madame la maire. Des questions? Oui. Juste une précision. Donc sur la loi NOTRe, donc une délibération spécifique prend acte du débat et on se prononce sur le fait que les débats aient eu lieu ou pas. Pas sur le contenu. Parce que, encore, quand on a lu, faut-il la comprendre. Donc on revient à ce que je disais, il n'y a pas de vote pour, de vote contre. On prend acte que le débat a eu lieu, comme par le passé. C'est pas ce que dit la circulaire. Mais regardez. Vous avez le temps de regarder. Ouais, et puis on va faire voter parce que si ça n'était pas voté, ça va poser un problème par la suite. On va vérifier, mais c'est les services juridiques qui Moi, nous il y a indiquent. simplement une petite observation que je voudrais faire sur les travaux d'extension pour 2016. Bon, le catalogue que vous annoncez me paraît ambitieux. Est-ce qu'on est sûr de pouvoir réaliser tous ces travaux-là, dans la mesure où il est bien certain que l'effet d'annonce, ça fait toujours bien, le fait de réaliser les travaux, c'est autre chose, parce que derrière, il faut monter les dossiers, trouver les financements, et c'est pas sûr que dans l'année 2016, vous arriviez à réaliser tous ces travaux, sauf à ce qu'il y ait des petits linéaires, alors dans ces conditions-là, Je crois que vous mais vous ça fait beaucoup, ne ça vous souvenez fait beaucoup. pas de qui est Madame Tombarel. Madame Tombarel n'inscrit aucune dépense s'il n'y a pas la recette. Non, mais c'est pas le cas, c'est un débat. Non, mais je dis que si nous avons indiqué des travaux, c'est que nous allons... En général, le listing des travaux est fourni par les services techniques. Et Madame Tombarel retranscrit dans le document définitif, celui qui est présenté au conseil municipal, le listing des services techniques. C'est une observation maintenant, on verra bien l'usage. Mais ça me paraît ambitieux. Mais tant mieux si on peut les réaliser. Donc, Mme Tombarel est allée chercher la circulaire, comme ça on va éclaircir le point très important que vous avez évoqué sur la loi NOTRe, puisqu'a priori nous ne savons pas la lire, etc. Donc, puisqu'on en est là, on va chercher la circulaire et on verra bien. C'est pas moi qui vous ai dit ça, monsieur. Non, mais bon, c'est Si vous voulez bien, on va quand même voter, ce qui fait que si la circulaire est juste, voilà, ce sera fait et on n'aura pas à revenir en arrière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, sécurisation des contrats de prêt structurés à risque, protocole transactionnel, Monsieur Bertrand. Voilà, donc on repart, si vous voulez bien, sur la délit 3. Sécurisation des contrats de prêt structurés. Donc, Dexia Crédit Local, DCL, assurer la commercialisation ainsi que la gestion et le recouvrement des prêts inscrits au bilan de Dexia Municipal Agency, DMA, une société filiale à 100% de Dexia Crédit Local. La commune et Dexia Crédit Local ont signé le 28 août 2010 le contrat de prêt numéro MPH 27 21 92 €, ci-après le contrat de prêt litigieux. Le 31 janvier 2013, Dexia Crédit Local a cédé l'intégralité du capital social DMA à SFIL, détenu par l'État, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque postale. Cette cession s'est inscrite dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia, mis en place par les États belges et français et approuvé par la Commission européenne. À l'occasion de cette cession, DMA a été renommée Caisse française de financement local et la gestion des prêts inscrits au bilan de CAFIL a été confiée à compter du 1er février 2013 à sa nouvelle société mère, SFIL. Par acte en date du 17 juin 2013, la commune a assigné Dexia Crédit Local, SFIL, et CAFIL devant le tribunal de grande instance de Nanterre en relation avec le contrat de prêt litigieux.
L'instance visée au paragraphe précédent, initiée par la commune, est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre. À la suite de la mise en place du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés par la loi de finances pour 2014 et le décret numéro 2014-444 du 29 avril 2014, la commune de Valoris, d'une part, et la Caisse française de financement local, CAFIL, la Société de financement local, SFIL, et Dexia Crédit Local, DCL, d'autre part, ont estimé qu'il était de leur intérêt mutuel de terminer la contestation en cours portant sur le contrat de prêt MPH 27 21 92 euros, conclu avec Dexia Crédit Local le 28 août 2010 au moyen d'une transaction régie par les articles 2044 et suivants du Code civil. La ville de Valoris a fait une demande d'aide au titre du fonds de soutien le 22 avril 2015. Cette transaction doit permettre la désensibilisation du contrat de prêt litigieux. Afin de répondre aux besoins exprimés par la commune, SFIL, en sa qualité de gestionnaire de CAFIL, et la commune se sont rapprochés et après plusieurs échanges ont envisagé les termes de l'accord transactionnel. Le projet de protocole transactionnel est annexé à la présente délibération. Alors, je vous demande de bien vouloir, article 1, approuver le principe de la conclusion d'un protocole transactionnel avec la Caisse française de financement local, CAFIL, SFIL, anciennement dénommée Société du financement local, et Dexia Crédit Local, DCL, ayant pour objet de mettre fin aux différents opposants, la commune de Valoris-Golfe-Jean d'une part, et CAFIL, SFIL et DCL d'autre part, au sujet du contrat de prêt MPH 27 21 92 euros et de la procédure litigieuse en cours, et prévenir une contestation à naître opposant les mêmes parties au sujet du contrat de prêt MPH 27 21 55 euros. Article 2. Approuver la conclusion du protocole transactionnel ci-après annexé, dont les éléments essentiels sont les suivants. Petit a, contestation de la transaction qui a pour objet de terminer. Le prêt litigieux dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes. Un contrat initié le 28 août 2010, un capital initial de 5 94 138,40 €, une durée de 22 ans et 1 mois, indexé sur le taux de change euro-franc suisse, classé hors charte Gisler. Ensuite, la contestation que la transaction a pour objet de prévenir. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de l'euro-franc suisse, il s'agit de l'autre emprunt qui est CMS 1. Pardon. Le contrat sensible dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est un contrat qui a été signé le 28 août 2010, capital 4 842 691,07 € pour une durée de 16 ans, indexé sur les différents taux entre les index CMS 1 an et CMS 10 ans. Celui-ci est classé 3E sur la charte Gisler. Petit c, règlement des différends par la voie d'un protocole. La commune de Valoris-Golfe-Jean a souhaité refinancer le contrat de prêt litigieux pour permettre sa désensibilisation. CAFIL et SFIL ont accepté de prendre en considération cette demande de refinancement. Petit d, concession et engagement réciproque des parties. Pour mettre un terme transactionnels à leurs différends relatifs au contrat de prêt litigieux et sous réserve de certaines conditions résolutoires précisées dans le protocole transactionnel, les parties s'engagent comme suit. Les concessions et engagements de CAFIL sont les suivantes. CAFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de proposer à la commune de Valoris un nouveau contrat de prêt à taux fixe destiné notamment à refinancer le contrat de prêt litigieux ci-après le nouveau contrat de prêt que je vais vous lire. Les caractéristiques essentielles du nouveau contrat de prêt devront répondre aux conditions suivantes. Un montant maximal du capital emprunté, 14 723 920,24 €, dont 4 523 900,24 € au titre du remboursement anticipé du capital restant dû du contrat de prêt litigieux, et un montant de 10 200 000 € au titre du paiement de l'indemnité compensatrice.
Le nouveau contrat de prêt est lui-même composé de 2 prêts distincts, si après respectivement le nouveau prêt numéro 1 et le nouveau prêt numéro 2 qui devront répondre aux principales caractéristiques suivantes. Alors, s'agissant du nouveau prêt numéro 1, montant maximal du capital, donc c'est 4 523 920 € 24. Ensuite, la durée maximale, elle est de 22 ans, et le taux d'intérêt fixe maximal, il est de 1,75. S'agissant du taux du prêt numéro 2, montant maximal du capital, c'est 10 200 000 €. Durée maximale du taux du prêt, c'est 22 ans, avec un taux d'intérêt fixe maximal qui s'élève à 2,12. Ces nouvelles liquidités sont consenties à prix coûtant. Les engagements de SFIL consistent à accepter le désistement d'instances et d'actions de la commune de Valoris-Clochejean à son égard et à renoncer à tout droit et action au titre du contrat de prêt litigieux et de la procédure litigieuse. Les concessions à engagement de la commune de Valoris-Clochejean consistent à mener à bien une demande d'aide au fonds de soutien dans les conditions prévues par l'article 20 444 du 29 avril 2014 modifié par le décret numéro 2015-619 du 4 juin 2015. Au titre de l'article 4 du dit décret s'agissant du contrat de prêt litigieux avec remboursement anticipé et refinancement de l'emprunt Eurofranc Suisse. Et au titre du dispositif dérogatoire prévu par l'article 6 du dit décret s'agissant du contrat prêt sensible, ça c'est pour l'emprunt indexé sur le CMS. Renoncer à tout droit d'action, prétention ou procédure judiciaire, arbitrale ou administrative visant à obtenir par tout moyen la nullité, la résiliation ou la résolution totale ou partielle du contrat de prêt litigieux et du contrat de prêt sensible. Régulariser le désistement de la procédure en cours par conclusion de désistement d'instance et d'action signifiée dans les 8 jours ouvrés suivant la signature par télécopie du contrat de prêt. Les engagements de l'EXIA Crédit Local consistent à accepter le désistement d'instance et d'action de la commune de Valoris-Clochejean à son égard et renoncer à tout droit et action au titre du contrat de prêt litigieux, du contrat de prêt sensible et de la procédure litigieuse. L'article 3. Autoriser Madame le maire à signer le protocole transactionnel et à passer tous les actes nécessaires à l'exécution de celui-ci. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de protocole qui était un petit peu ardue, mais je ne pouvais pas faire autrement que de vous raconter tout ça. Donc, avant de poursuivre, je vous donne lecture de la circulaire signée par le préfet. Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et à sa publication reste à la libre appréciation des collectivités en l'absence de décret d'application. Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote. Oui, monsieur Falcon. Oui. Il est rare que nous ayons à nous prononcer sur une délibération avec autant d'enjeux que celle-ci. Parce que si on parle d'un emprunt d'à peine, j'ai envie de dire 5 millions d'euros, pour une commune de notre importance, c'est pas exagéré. Au final, on aura déboursé plus de 25 millions d'euros pour cet emprunt toxique Eurofranc Suisse. Donc c'est presque 20 millions d'euros gâchés. Il faut bien se souvenir que c'est de l'argent public, que c'est des impôts, et que c'est justement de l'argent gâché qui ne serviront pas dans des projets d'intérêt général. Donc c'est un véritable désastre local qu'on va payer encore pendant très longtemps. Et il y a une nécessité absolue de sortir des emprunts toxiques, et la décision de ce soir est particulièrement importante. C'est pour ça que je voulais prendre le temps d'expliquer ma position, que tout soit bien clair. Pour être franc, quand vous nous avez présenté le projet de renégociation, la première réflexion que je me suis faite, c'est il n'y a pas de quoi déboucher le champagne. Mais il faut bien garder en tête, comme je disais, qu'il y a une nécessité absolue à sortir des emprunts toxiques, et on sait bien qu'il ne pouvait pas en être autrement, et que quel que soit notre choix, quelque part, il est guidé par la nécessité, et il sera forcément imparfait, parce qu'on est dans le pétrin jusqu'au cou, et qu'à un moment, il faut assumer les conséquences, les mauvais choix de nos prédécesseurs. Donc, j'ai essayé de peser le pour et le contre de manière la plus objective possible, et la proposition que vous faites ce soir, je trouve qu'elle a bien sûr, elle a de gros inconvénients, mais elle a aussi de très gros avantages.
Alors, les gros inconvénients, rapidement, c'est l'alourdissement de la dette. Donc, parce qu'on va passer, on va avoir une dette qui est déjà, notre dette est déjà très élevée. Là, on va prendre 10 millions de dettes de plus d'un coup. Donc, on va augmenter notre dette de 20%. C'est-à-dire que la dette, elle va représenter 110% de notre budget, ce qui est très important. Donc, la dette, hein, c'est un report de fiscalité, c'est des difficultés pour l'autofinancement, etc., etc. Premier problème. Deuxième problème, la prolongation des emprunts. Pour l'instant, on en a pour 17 ans. Après la renégociation, on en aura pour 22 ans. Et troisième, problème, je devrais dire inconvénient plutôt. Hein. Et troisième inconvénient, c'est l'abandon de toutes les poursuites judiciaires, parce que les poursuites pouvaient nous laisser espérer une sortie moins douloureuse des emprunts toxiques, même s'il faut tout de suite rajouter que cette sortie était incertaine, parce qu'on ne connaît pas l'issue des procédures, et qu'elle était longue. Donc en attendant, chaque année, il fallait payer énormément. Et les deux gros avantages de la renégociation, c'est déjà de savoir exactement combien on va payer chaque année. Et ce qui nous permettra de bâtir un budget sereinement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on ne sait pas du tout sur quelle base se reposer. Et le deuxième gros avantage, c'est que la somme que l'on va payer chaque année va être bien plus faible que celle qu'on paye aujourd'hui. Donc ça va dégager environ 500 000 € par an, ce qui va nous donner un petit peu d'air. Alors, certes, il y a sûrement quelques aventuriers qui vont dire il faut continuer coûte que coûte les procédures judiciaires parce qu'on peut gagner gros, mais on peut perdre gros aussi, voire il ne faut rien faire parce que le taux peut redescendre et on pourrait y gagner, voire dire ce qui a été gagné par la négociation aujourd'hui, on peut toujours essayer de gagner plus. Clairement, voilà, je ne fais pas partie des personnes qui jouent à ce jeu. Je pense que quand il s'agit de deniers publics, il ne faut prendre aucun risque. Et que la seule question qu'il y a à se poser ce soir, c'est est-ce que la proposition que vous nous présentez est acceptable ou pas? Et vous parlez de sécurisation, et je pense que le terme est particulièrement bien choisi parce que quelque part, accepter cette renégociation, c'est refuser de jouer à pile ou face, et c'est quelque part accepter de payer le prix de la sécurité. Et je pense que c'est un mal nécessaire, que cette proposition est certes loin d'être idéale, on est tous d'accord, mais qu'elle est acceptable, que les avantages surpassent les inconvénients. C'est pour ça que je veux dire très clairement les choses, hein, c'est que sur ce point, moi je suis solidaire de la majorité concernant la renégociation de l'emprunt euro-franc suisse. Donc je voterai la prochaine délibération qui concerne exclusivement cet emprunt et je défendrai ce choix politique à vos côtés. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas un emprunt toxique, mais 3 emprunts toxiques. Les trois sont pris auprès de la même banque Dexia. Donc il y en a un qui est jugé non préoccupant. Personnellement, moi, il ne me laisse pas indifférent. Il y en a un deuxième qui est jugé sensible, et donc le fameux emprunt franc suisse. Donc première remarque, c'est dommage qu'on n'ait pas pu renégocier les 3 en même temps. C'est peut-être pas dramatique, je suppose que vous continuerez les négociations et qu'on peut espérer avoir la renégociation des 2 suivants. Mais ce que je regrette surtout, moi, c'est que dans cette proposition de renégociation, on abandonne les poursuites, y compris contre l'emprunt jugé sensible. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie sur la négociation de cet emprunt sensible, mais on abandonne d'ores et déjà les poursuites, ce qui était notre seul levier de négociation. Et là, pour le coup, je trouve qu'on prend un risque qui n'est pas forcément judicieux. Donc c'est pour ça que je m'abstiendrai sur cette délibération, mais je veux le dire, encore une fois, d'accord pour la renégociation euro-franc suisse. Mais en revanche, voilà, pas d'accord pour abandonner sur les poursuites sur un emprunt toxique qui n'est pas encore renégocié. Peut-être si j'étais le mien, ouais. Voilà, merci. Donc, beaucoup de choses à dire, mais bon, la première, c'est d'abord très heureux de voir que vous allez soutenir ce protocole et cette décision. Vous avez posé la question en commission des finances, et je l'ai très bien prise, hein, vous avez dit, est-ce que vous êtes content? Et on vous a répondu avec Madame le maire, non. On n'est pas content du tout. Parce qu'effectivement, vous avez mis le doigt où il fallait, nous allons devoir faire un emprunt de 10 millions qui va servir à rien. En principe, quand on emprunte, c'est pour investir, construire une école et tout
ce qui est pour le bien public. Là, avec ces 10 millions, effectivement, on ne va rien construire. C'est ce qui fait mal. Mais en revanche, comme vous l'avez très justement dit, on va enfin pouvoir se sortir d'un emprunt que nous n'avons pas choisi, ni vous, ni nous, qui a plombé la ville depuis un certain temps déjà, et dont on ne sait pas du tout l'avenir. Je ne suis pas là pour dramatiser. Moi, je suis là comme un bon père de famille pour essayer de sécuriser nos finances. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de prendre le moindre risque, ce qui a été fait auparavant? La réponse, elle est clairement non. Alors effectivement, on n'est pas content parce qu'il y a ces 10 millions. Nous sommes montés à Paris avec Madame le maire. Nous avons essayé de négocier beaucoup et nous avons obtenu certaines choses. La négociation n'est pas complètement finie. On a obtenu pratiquement 59% du fonds. Donc en gros, je vais arrondir pour que tout le monde comprenne bien, il y a 10 millions de fonds de soutien, 10 millions d'indemnités, d'emprunt qu'on doit faire. C'est l'indemnité, l'IRA, l'indemnité qu'il faut payer. Sur ces 10 millions, l'État va nous en donner 6. Voilà. Donc il va falloir nous-mêmes en assumer 4. Voilà. Deuxième chose, donc ça c'est important de savoir que quand on est monté à Paris, on ne serait pas monté, je pense qu'on n'en serait pas là du tout. On est arrivé à 60%, on va dire 59% de participation, avec des taux maintenant qui sont quand même beaucoup plus bas, et peut-être une possibilité d'avoir plus, hein, on verra, on ne peut pas l'annoncer parce qu'on n'est pas dans l'avenir. Le maire en dira un mot, je pense que c'est plus à elle qu'à moi d'en parler si elle le souhaite. Mais ça c'est positif quand même. On n'est pas content, mais ça c'est positif parce qu'on a avancé. Voilà. Lorsqu'on est redescendu, on avait dit, on va quand même essayer de revoir encore une fois avec la SFIL, parce qu'ils nous ont dit, essayer de voir s'ils ne pouvaient pas diminuer l'IRA. Ça a été fait. Et l'IRA a diminué, elle était à 10,5 millions, elle est tombée à 10,2 millions. Donc là aussi, on a encore grignoté et on a obtenu des taux qui sont quand même très bas, parce qu'il faut revoir ce qui se passe depuis un an. Comme il est dit dans le document, la SFIL, on les a rencontrés à plusieurs reprises. Ça ne s'est jamais très bien passé, hein, parce qu'ils sont arrivés en nous disant, voilà, il va falloir payer cette indemnité, vous allez avoir 10 millions à sortir, comment on va faire? On n'avait pas grand-chose à faire, il fallait payer. Il n'y avait pas de fonds de soutien, il y avait un début de fonds de soutien, et on nous disait, alors là, vous allez peut-être avoir, allez, maximum 15%. 15%? Aujourd'hui, on est à 60%. Donc il faut voir tout ce cheminement. Alors, bien sûr, on n'est pas content, mais on a progressé, on a défendu la ville comme on devait le faire, tout simplement. Au niveau des taux aussi, ils étaient à 4,5, ils sont descendus à 3 maintenant, même s'ils sont légèrement variables, parce que ça dépend du coût de l'argent, comme vous le savez. Donc là, on a fixé, que ce soit bien clair aussi pour tout le monde, on a fixé à des taux maximales. Ça veut dire qu'ils seront peut-être plus bas. Comme je vous l'ai annoncé, au jour d'aujourd'hui, ils sont, pour le capital, on est tombé à, que je ne dise pas de bêtises, à 1,15. Et pour l'autre sur l'indemnité, on est à 1,67. Donc on ne dépassera pas les chiffres qu'on vous a annoncés, qui sont un peu plus hauts, c'est le maximum. Et ça dépend du coût de l'argent. Et pour, je ne vais pas être trop long non plus, mais vous avez raison quand vous avez dit, on va enfin pouvoir dire, je vous dirai pas l'année prochaine, ah ben je ne sais pas, je pourrais vous dire, effectivement, on va payer 329 000 € pour cet emprunt. C'est quand même important, mais c'est pas 1,2 million. On va payer chaque année pendant 13 ans 330 000 €. Voilà, je ne veux pas être trop long. Mais en tout cas, merci pour les commentaires que vous avez faits, et puis merci de voter favorablement. Je pense que c'est un bon choix. Oui, pour répondre à votre question, effectivement, on est d'accord avec votre analyse. On n'est pas satisfait, effectivement. On a beaucoup travaillé pour obtenir ce qui a été obtenu. Pour autant, pour la procédure, on a été obligé d'abandonner. Ça fait partie du contrat. C'est-à-dire, ils acceptaient de stabiliser, de sécuriser. Pour autant, il fallait arrêter les procédures. Donc là aussi, on a beaucoup réfléchi, comme vous, on s'est dit, c'était un peu le pile ou face. Si on y va, est-ce qu'on va gagner?
Est-ce qu'on ne joue pas vraiment à la roulette russe dans la mesure où cette année on a payé cher les intérêts et il s'est trouvé que l'État a repoussé la date du procès, donc on a compris que là on allait encore continuer à jouer l'incertitude pendant de nombreuses années. Donc il était temps d'arrêter parce qu'1,2 million c'est beaucoup d'argent et comme l'a dit très justement l'adjoint, il faut mieux en payer 300 000 qu'1 million. Et pour autant, comme on ne voulait pas abandonner, on a fait jouer dernièrement à Bercy une dernière carte, c'était celle des intempéries. Nous avons été classés en catastrophe naturelle et on a dit très légitimement, nous avons 4,5 millions, 5 millions de travaux supplémentaires, ce qui n'était pas le cas lorsque nous avons négocié cette sécurisation. Et là, on est reparti sur une nouvelle négociation en demandant éventuellement 5 points de plus. Voilà. Donc nous continuons quand même, parce que, bien ma foi, je pense que c'est normal d'aller au bout des arguments, et nous espérons que l'État, et surtout Bercy, va nous entendre. Oui. Moi, beaucoup plus simplement, clairement, il fallait sortir de ce mauvais pas. Avec votre négociation et avec cette formule, on limite la casse, si on peut dire. Donc, moi, j'ai pas de souci à voter pour cette délibération, tout simplement. Bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Conclusion, nouveau contrat de prêt, autorisation de signature, Monsieur Bertrand. Voilà, donc c'est la délibération qui suit pour autoriser Madame le maire à faire la signature des prêts. Le conseil municipal a chargé Madame le maire, par délégation, de prendre des décisions prévues à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales dans la réalisation de contrats de prêt. La délibération du 23 mai 2014 dispose que Madame le maire est autorisée à signer les contrats de prêt à hauteur des crédits inscrits au budget. Le budget 2016, reprenant l'ensemble des opérations de désensibilisation, ne sera voté que le mois prochain. Il convient donc de prendre cette délibération pour autoriser Madame le maire à signer les nouveaux contrats liés à cette opération. Cette transaction prévoit que CAFIL s'engage sous certaines conditions à proposer à la commune de valoriser la conclusion d'un nouveau contrat de prêt destiné à refinancer notamment le contrat de prêt MPH 27-21-92. Il est rappelé que pour refinancer le contrat de prêt subdivisé, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 14 723 924,24 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'article 1. Principale caractéristique du contrat de prêt, le contrat est composé de deux prêts. Prêteur, la Caisse française de financement, le montant c'est 14 723 920,24 €. La durée du prêt de 22 ans, le capital refinancé est de 4 523 920,24 €. Une indemnité compensatrice dérogatoire de 10 200 000 €. Le montant total refinancé est donc de 14 723 920,24 €. Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt numéro MPH 27-21-92,001, les intérêts courus non échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur au taux annuel de 3,52, soit 134 913,35 €. Les deux prêts composant le contrat de prêt sont les suivants. Le prêt numéro 1, donc score Gisler 1A. Le prêt numéro 1 se compose d'une seule tranche obligatoire, montant 4 523 920,24 €, durée d'amortissement 22 ans, taux d'intérêt annuel maximal fixé à 1,75. Prêt numéro 2, score Gisler 1A. Prêt numéro 2 se compose d'une seule tranche obligatoire, montant 10 200 000 €, 22 ans, durée d'amortissement, et taux annuel maximal de 12. Article 2, étendu des pouvoirs de signataire, d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt, décrit ci-dessus, à intervenir avec la Caisse française de financement local. Voilà, Madame le maire.
Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ordre du jour numéro 7, avenant à la Convention d'objectifs et de financement contrat enfants-jeunesse 2014-2017, Madame Sakeli. Le contrat enfant-jeunesse 3e génération pour les années de 2014 à 2017 est un contrat d'objectifs et de cofinancement spécifique et complémentaire aux aides traditionnelles de la CAFAM qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans de vie et qui a fait l'objet d'une délibération le 6 février 2015. Cette dernière prévoit un financement spécifique au lieu accueil enfants-parents qui ne tenait pas compte des temps d'organisation et d'analyse de la pratique et ou supervision. Pour une meilleure concordance entre les objectifs de qualité attendus par la branche famille et le financement apporté aux LEP, les modalités de calcul de la prestation de service ont évolué. Désormais, le montant de la prestation de service couvre 30% du prix de revient sur la base du nombre d'heures d'ouverture annuelle publique auxquelles s'ajoutent les heures d'organisation de l'activité. Un avenant au contrat enfant-jeunesse en vigueur est présenté afin d'intégrer ce nouveau calcul permettant une augmentation de la prestation versée par la CAF. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer l'avenant à la Convention d'objectifs et de financement au contrat d'enfants-jeunesse 2014-2017. Des questions? Non. Alors, procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Autorisation de signature d'un accord cadre pour le transport et le conditionnement d'œuvres d'art dans le cadre des expositions de la commune. Monsieur Biano. Alors, dans le cadre de la mise en place de ces expositions, la commune est amenée à faire transporter des œuvres d'art depuis des lieux de résidence jusqu'à ces sites d'exposition, notamment le château-musée. Les expositions de la commune visent à la fois les expositions saisonnières mises en place annuellement par le musée et la direction de la culture, mais aussi les expositions ponctuelles ainsi que la Biennale internationale de la céramique. Par ailleurs, la commune peut également prêter certaines œuvres dont elle est propriétaire ou dépositaire. Pour ce faire, des contrats ponctuels étaient signés avec des transporteurs spécialisés ou des services de la ville assuraient le transport des œuvres concernées. À titre indicatif, les dépenses effectuées pour ces opérations ont été recensées comme suit. En 2011, 38 000 € TTC, en 2012, 85 000 € TTC avec la Biennale, en 2013, 45 000 € TTC, en 2014, 210 000 € avec la Biennale et en 2015, 48 000 € TTC. Afin de permettre la mise en place d'un système permettant une plus grande souplesse de gestion, tout en conservant un certain niveau de prestation, il a été décidé de mettre en place un accord cadre avec multi-attributaires dans la limite de 4 prestataires maximum. Alors là, si vous voulez, d'habitude, je vous présente un marché où on fait un appel d'offres, où on sélectionne des gens, où on les cote et où on en retient un. Alors ici, pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que pour le transport des œuvres d'art, vous avez des problèmes de transport internationaux et tous les prestataires ne font pas tous les pays. Vous avez des problèmes d'assurance parce que les propriétaires de pièces demandent certaines assurances pour des couvertures en cas de dégâts ou en cas de vol. Il y a aussi des problèmes de spécialisation. Il y a des choses qui se transportent en palette, il y a d'autres choses, et il y a des transports spécialisés pour les œuvres d'art. Donc on ne peut pas, si vous voulez, sélectionner un seul transporteur qui ne pourrait pas tout faire. Donc là, ce que vous dit la mairie, c'est que pour chaque lot, on va sélectionner 4 transporteurs et à chaque fois qu'on va avoir un transport à faire, on va leur refaire un appel. Ils vont chacun faire un devis et on prendra le mieux disant, le moins disant. Alors l'accord cadre se décompose en 3 lots. Le lot 1 qui couvre la Biennale de la céramique, le lot 2 les expositions et le lot 3 les transports ponctuels. Alors, il n'est pas fixé de montant minimum ou maximum de commande, vu qu'à chaque fois on refera faire des devis.
L'accord cadre est passé pour une durée d'1 an, prenant effet à compter de la date de sa notification jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. Une reconduction est possible 3 fois pour une période équivalente à 1 an, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque lot donnera lieu à la survenance du besoin à des marchandises subséquents à bon de commande ou non, avec remise en concurrence des entreprises retenues au niveau de l'accord cadre. Les prestations qui seront réalisées dans le cadre de ces marchés conséquents pourront avoir lieu tant sur le territoire national qu'international. Pour l'accord cadre, une mise en concurrence sous forme d'appel d'offres ouvert en application de l'article 33 et 57 et 59 du Code des marchés publics en vigueur avec publicité au niveau européen a été lancée le 22 décembre 2015 au bulletin officiel des marchés publics, au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la ville de Valoris-Golfe-Jean. À la date limite de remise des offres, fixée au jeudi 4 février 2016, 6 plis ont été reçus dans les délais. Une commission d'appel d'offres qui s'est valablement réunie le 5 février 2016 a procédé à l'ouverture des plis, à l'agrément des candidatures et à l'enregistrement des offres. Ont été agréées les entreprises suivantes: la société Alit pour l'ensemble des lots, la société LPA SAS pour l'ensemble des lots, la société Transmanuden pour l'ensemble des lots, la société MNCI uniquement pour les lots 1 et 3, l'offre 2 étant incomplète. Ça veut dire qu'elle avait soumissionné à la 2, mais il manquait des pièces. La société Léon Magé pour l'ensemble des lots et la société Bovis pour l'ensemble des lots. Après analyse des plis, en fonction des critères établis au règlement de la consultation comme suit: valeur technique à 60% et offre financière à 40%. La commission d'appel s'est réunie, la commission d'appel d'offres s'est réunie valablement le 19 février dernier et a classé les offres ainsi pour le lot E. C'est que le lot pour la Biennale de la céramique. Donc ont été retenus dans le cadre de l'accord cadre LPA, Bovis, Transmanudem et Léon Magé. L'attribution des lots 2 et 3 intervenant dans une commission d'appel d'offres ultérieure, une nouvelle autorisation de signature des marchés correspondants sera présentée à un autre conseil municipal. Il est donc demandé aux conseillers municipaux d'autoriser Madame le maire à signer les pièces des marchés correspondants, y compris les pièces liées au marché subséquent. Article 1. Autoriser Madame le maire à signer les pièces contractuelles issues de l'accord cadre passé pour les prestations de transport et de conditionnement d'œuvres d'art avec les entreprises suivantes: l'OM Biennale de la céramique, LPA, 274 rue de Rosny à Montreuil, 9300, société Bovis, 1 rue Édouard Robert, à Fleury-Mérogis, 91 712, la société Transmanudem, route de Moguio, à Lazare, 34 130, et la société Léon Agé, 15 boulevard de Briançon, à Marseille, 13e. Pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois pour la période équivalente du 1er janvier au 31 décembre. Article 2, d'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, y compris pour les marchés subséquents. Et article 3, les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ces marchés seront inscrits au budget des exercices concernés. Les montants de commandes seront fixés lors des marchés subséquents. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 9, mutualisation CCAS ville. Depuis plusieurs années, la ville de Valoris-Golfe-Juan et le Centre communal d'action sociale conduisent une politique de rationalisation des moyens qui s'est traduite tout en respectant l'indépendance juridique de ces deux structures, notamment par la mise en commun de fonctions, d'outils transversaux, etc. Il est proposé aux membres du conseil municipal de regrouper dans une seule délibération les conditions de ce partenariat qui continuera comme par le passé d'être mise en œuvre pour les instances paritaires communes, commission administrative paritaire, comité technique, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que précisé par la délibération du 5 décembre 2008. Les représentants communs tels que désignés au choix de l'autorité territoriale pour les représentants d'administration ou issus des élections professionnelles de 2014 et le cas échéant du tirage au sort pour les représentants du personnel.
La gestion des ressources humaines partagée entre la direction du CCAS et la direction des ressources humaines de la mairie de Valoris-Refeugeant, étant entendu que cette dernière continuera d'assurer pour le compte du CCAS les missions relatives à la gestion des paix, établissement et mandatement et des carrières des agents. Cette dernière gestion étant comprise dans son sens large, tel que résultant des fonctions mises en œuvre classiquement dans ce service: recrutement, carrière, maladie, discipline, formation, hygiène et sécurité. La gestion financière partagée pour laquelle la direction des finances continuera d'assurer les missions de gestion et de contrôle, la gestion des systèmes informatiques et téléphoniques. Il est précisé que cette organisation mutualisée concerne l'ensemble du personnel de la direction des finances, de la direction des ressources humaines et du service informatique. Il est donc proposé au Conseil municipal d'entériner la mutualisation des représentants de l'administration et du personnel, ainsi que celle de la gestion des ressources humaines, de la gestion financière et de la gestion des systèmes informatiques et téléphoniques, de m'autoriser à signer les documents à intervenir. Article 3. Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ces marchés seront inscrits au budget des exercices concernés. Les montants de commandes seront fixés lors des marchés subséquents. PV de la commission d'appel d'offres, plus rapport d'analyse des offres établies à cette occasion, pièce jointe à la présente. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Maître nageur sauveteur convention pour l'indice, M. Salmon. La surveillance des plages pendant la saison estivale est réalisée par la mise à disposition des services de l'État d'un contingent de maîtres nageurs sauveteurs provenant du corps des CRS ou des sapeurs-pompiers. Cette mise à disposition contre remboursement des salaires s'accompagne le plus souvent de l'appel et du recrutement par les collectivités locales de maîtres nageurs sauveteurs civils titulaires de l'ensemble des brevets d'État et attestations, afin de doter les plages des effectifs suffisants en chef de poste de secours, adjoint au chef de poste de secours et sauveteurs qualifiés. Afin de faire face à la réduction progressive du quota de CRS mis à disposition et pour tenir compte du positionnement des sapeurs-pompiers sur les seuls postes de secours dont ils ont assuré l'encadrement l'année précédente dans le département des Alpes-Maritimes, il pourrait être éventuellement fait appel à la Société nationale de sauvetage en mer, association reconnue d'utilité publique depuis 1970, qui dispose d'un pool de nageurs sauveteurs et dont elle assure le suivi d'une année sur l'autre. Il est proposé par la SNSMN des nageurs sauveteurs qui, lorsqu'ils sont retenus par les communes, sont embauchés par ces dernières dans les conditions décrites dans le projet de convention signé entre la commune et la SNSM, qui précise notamment que les dispositions de la rémunération des nageurs sauveteurs est calquée sur celle du cadre d'emploi des opérateurs des activités physiques et sportives et qu'ils sont rémunérés sur la base des indices suivants: au chef de poste, l'indice brut 416, l'indice majoré 370, adjoint chef de poste, indice brut 375, indice majoré 346, sauveteur qualifié, indice brut 342, majoré à 323. Une participation de 7 € par jour par sauveteur est versée à la SNSM afin qu'elle assure sa mission de service public. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la convention relative à la surveillance des plages et d'autoriser Madame le maire à signer la convention et tous les documents afférents. Bon, juste une petite précision, cette année, compte tenu de la Coupe du Monde UEFA de football, la Coupe européenne de football, la disponibilité des CRS sera moindre et nous serons forcément obligés d'embaucher. Alors cependant, comme le ministre Bernard Cazeneuve est venu cette semaine, nous l'avons rencontré, il nous a dit mettre des effectifs supérieurs cette année sur le département. C'est pourquoi j'ai adressé un courrier à monsieur le préfet lui demandant de bien vouloir prolonger, au lieu de me faire 20 juillet, 22 août, de faire 20 juillet, 30 août, de manière à couvrir la totalité du mois d'août, dans la mesure où nous allons être très nombreux à demander des maîtres nageurs sauveteurs et que ce serait opportun de nous laisser les CRS une semaine de plus. Dans la mesure où ils ont une valeur ajoutée, ils peuvent exercer la fonction de sécurité, ce qui n'est pas le cas des maîtres nageurs. Donc ça nous évite, nous, de mettre une police supplémentaire sur le littoral. Donc ça serait une bonne chose
si cette semaine nous était accordée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 11, billetterie convention EPIC-Ville, convention CAS-Ville. Dans le cadre de l'organisation de sa programmation culturelle annuelle 2016 de spectacles se tenant à l'espace loisir, Salminotor, des billets vont être mis en vente via l'Internet et les réseaux de vente privée. Cette prestation fournie par la société de billetterie en ligne Visevent pour le compte de la ville donne lieu à la délivrance d'un mandat de vente à une rémunération du prestataire via un prélèvement par billet d'une commission. En outre, l'Office du tourisme accepte de vendre des billets correspondant aux manifestations organisées par l'organisateur. Pour ce faire, l'Office du tourisme dispose d'un compte sur le site Visevent et le mettra en œuvre dans ses points de vente. Par ailleurs, le comité d'action sociale de la ville de Valoris-Confluent dispose aussi d'un compte sur le site Visevent, lui permettant de vendre le billet au tarif comité d'entreprise à ses adhérents. Il est donc demandé au conseil municipal de m'autoriser à signer les conventions relatives aux billetteries avec le PIC, Office du tourisme et le CAS. Nous pourrions peut-être mettre en place notre propre billetterie en ligne. Non, c'est pas. Il y a des logiciels libres qui font ça facilement et je pense qu'on pourrait peut-être en discuter lors de la prochaine commission nouvelles technologies que vous avez proposé de réunir. Oui, elle va le noter, mais on fera une prochaine commission des finances et on mettra à l'ordre du jour dans cette commission effectivement une nouvelle technologie, puisque je suis délégué à cette fonction aussi, et ça permettra de poser des questions que vous souhaitez avec M. Terrignot qui sera présent, notre spécialiste, et on évoquera aussi ce point-là. D'accord, on fera ça, il n'y a pas de souci. Juste une précision par rapport à la société Visevent. Donc, je lis dans les délibérations que nous prélèverons 0,99 centimes TTC par billet vendu. Et dans une des décisions que vous avez prises à l'ordre du jour numéro 2, il est précisé donc la même chose, de fixer un montant donc 0,99 centimes par 0,99 € par billet vendu. En ligne et 0,24 sur place. Et ça n'apparaît pas dans... Il y a quelque chose qui finalement n'est pas tout à fait identique dans les deux. On va faire vérifier, je pense. Oui, parce qu'il y a pas... Et alors, donc, si je peux comprendre les 0,99 centimes en ligne, bon, mais alors, pourquoi 0,24 centimes sur les billets vendus sur place? Quelle est leur intervention là-dedans? L'impression, je suppose. Ah, c'est les prestations, l'impression. Ah, ils impriment aussi les billets. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est pas que des billets en ligne. D'accord. D'accord. Il faudra vérifier dans les deux s'il manque peut-être cette précision-là. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 12, formation, convention, CNFPT. Monsieur Samy. En réponse aux besoins de formation de la collectivité, le Centre national de la fonction publique territoriale propose des actions de formation qui relèvent de son offre. La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale indique que le CNFPT, dans le troisième alinéa de son article 8, a la possibilité de fixer une participation financière des collectivités locales au-delà de la cotisation. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention cadre de formation avec le CNFPT pour l'année 2016. En précision, je tiens à apporter l'élément suivant. Lors du conseil technique paritaire du décembre 2015, a été présenté un plan prévisionnel de formation 2016 et 2018 dans ses grands axes et un plan de formation pour l'année 2016, et que ce plan de formation que j'ai là a été approuvé.
questions? Qui est contre? Oui. Une précision, donc là on est sur la formation obligatoire des agents. Au niveau de la GPEC, est-ce que vous avez commencé à réfléchir à mettre quelque chose en place? Parce qu'on s'aperçoit aussi que la masse salariale augmente énormément quand les GPEC ne sont pas mis en place dans les entreprises et autres, par l'absentéisme, la maladie, etc., le stress au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la commune de Valoris, on a tous les indicateurs quand même qui sont rouges à ce niveau-là, et il serait peut-être temps de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui permettrait de donner du sens à la mission de chaque agent et en tout cas lui donner des perspectives d'avenir, ce qui évitera finalement peut-être beaucoup de maladies dues au stress et parce qu'aujourd'hui le bâton, c'est difficile de se servir que du bâton quand on gère du personnel, il y a quand même autre chose à faire. Ça fait partie des axes développés dans les plans 2016-2018. Excusez-moi, j'ai pas compris. Ça fait partie des axes. Je vous ai annoncé qu'on avait défini les grands axes de la formation 2016-2018, ils en fait partie. Il y a pas mal de CDD aussi. Est-ce que les CDD sont renouvelés automatiquement? Est-ce qu'il y a une décision de non-renouvellement des CDD ou est-ce que c'est du cas par cas? Ce soir, c'est mon micro qui gagne sur tous les autres. C'est magnifique. Ouais, je vais l'éteindre. C'est du cas par cas et il n'y a pas de... C'est du cas par cas. Il faut d'abord que l'agent ait donné entière satisfaction dans son CDD pour qu'il soit renouvelé, mais c'est du cas par cas. Oui, c'est bon, mais parce que j'arrive pas à comprendre, parce qu'on a parlé de formation, mais la formation n'inclut pas la GPEC, c'est la GPEC qui inclut la formation. Donc c'est beaucoup plus large, la GPEC, c'est pas que la formation c'est un petit élément de la GPEC. Donc est-ce que clairement on va mettre en place la GPEC sur la vie de Valoris ou non en 2016? Voilà, c'est ça la question finalement. Je reprends ma réponse. Effectivement, je ne peux pas vous dire qu'on va la mettre en place tout de suite, mais ça fait partie des axes de réflexion dans lesquels on s'est donné, à la fois pour la formation, pour le plan de formation, à la fois qu'on a mis en place un axe de prise en compte du stress des agents. Donc nous allons voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc j'ai une question de M. Pes. Puisqu'il est maintenant question du biennal off que nous appelions depuis fort longtemps de nos voeux, ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de définir les contours d'un tel projet et davantage encore de mobiliser les acteurs qui sont susceptibles de jouer ce jeu? On sait qu'il existe à Valoris, Golfe-Juan, mais aussi dans les régions voisines et les pays limitrophes, des réseaux d'acteurs appartenant au monde de la céramique. Et quand bien même limiterions-nous notre périmètre dans un premier temps, encore faut-il identifier ces réseaux et leur proposer des types de formes de participation qui puissent à la fois leur convenir et les mobiliser. Il est évident que cela implique forcément des frais à prendre en charge, même si la mairie doit pouvoir compter sur la contribution de multiples bénévoles intéressés par cette aventure. Sauf à accepter d'avance un échec dont on parlera avec commisération, il est sans doute urgent d'assurer la préparation de cette opération, entre autres, en assurant un minimum de moyens à cet effet. Nos questions sont donc les plus simples. Quel engagement financier et autres pensez-vous pouvoir assurer pour soutenir cette biennale off et faire en sorte de transformer l'essai et faire que cet événement mobilise les énergies nécessaires à sa réussite? Où en est-on à date? En vous soumettant cette question, je vous prie Madame Renard de voilà, merci. Bien écoutez, je pense que vous n'étiez pas à la commission de la culture, donc nous avons développé exactement comment fonctionnait la biennale off. Elle a été confiée au service de l'école des Beaux-Arts, donc je leur ai laissé carte blanche parce qu'ils avaient des idées extrêmement précises et ils souhaitaient valoriser la créativité. Donc des lettres comprenant le contour de ce qu'il était possible de faire a été envoyé à tous les acteurs artistiques, culturels et plus large, puisqu'on a décidé, enfin ils ont décidé, je trouvais que c'était une très bonne idée,
de solliciter la créativité des restaurateurs. Donc ils ont aussi sollicité les restaurateurs. Les dossiers sont en train d'être déposés, la date de clôture c'est lundi. Voilà. Donc lundi, le service va faire le tri, va voir, donc il est bien évident qu'il y a un certain niveau artistique qui est quand même demandé. Donc je les laisse faire, ils sont très habitués à cet exercice. Et ensuite, nous déciderons du lieu lorsque les céramistes n'ont pas de lieu pour exposer. Donc nous avons retenu quelques salles municipales. Nous déciderons du support, donc ils auront la communication, l'accompagnement, le suivi de l'école des beaux-arts. Ils auront tous les soutiens possibles et imaginables. Qui accompagnera et évidemment la communication, parce qu'ils vont bénéficier de la communication de la Biennale internationale qui, elle, amène sur notre commune un nombre impressionnant de journalistes. Donc tout ça sera dans un pack où ils seront complètement intégrés à la communication et au soutien qu'il y a avec la Biennale internationale. Donc c'est le moment pour les jeunes artistes, ou les créateurs, ou les restaurateurs, de valoriser leur savoir-faire et de pouvoir bénéficier de tous les supports et toutes les aides mairies possibles et imaginables. Donc ils ont un service à leur disposition pour mettre en place éventuellement leur projet. Tout d'abord, c'est tout le problème des commissions qui sont faites évidemment à l'heure dictée à 14h, à 16h et qui empêchent quelquefois des élus d'y participer parce que leur vie professionnelle ne leur permet pas. Cela étant dit, dans les questions que je vous ai posées, parce que là on est début mars, donc c'est vrai qu'il est déjà tard, les questions, donc où en est-on à date, vous m'avez dit, donc la fin et l'engagement financier de la ville, est-ce que la ville doit avoir un engagement financier par biennal, parce que vous aviez dit finalement qu'elle n'en aurait pas. C'est ce que vous aviez laissé entendre. C'est la valorisation de tout ce qui est support, communication, ça a un coût, hein, les affiches, tout ça a un coût. Tout ça est valorisé, directement financier compte tenu du budget de l'année que nous venons de vivre. Il était bien évident qu'on ne pouvait pas dégager une enveloppe, hein, soyons clairs. Donc cette année, c'est une valorisation en termes d'agents, en termes de support communication, en termes de mise à disposition de salles, avec évidemment les saisonniers, donc tout ça a un coût considérable. Je pense que c'est un accompagnement de grande qualité et rien ne sera refusé pour valoriser ces expositions. Il y a des galeries qui s'associent à la Biennale Off aussi, qui décident de présenter. Donc on va essayer de les agréger de manière à ce que ce soit vraiment un pack Biennale Off où tous les artistes, même s'ils souhaitent être un petit peu indépendants, hein, ce que je comprends tout à fait, puissent être dans un programme collectif de manière à ce que nous puissions établir, comme pour la Biennale internationale, un parcours. Parce que l'idée, c'est quand même de faire connaître les valeurs, tout le potentiel de notre commune en matière artistique. C'était le but premier de la Biennale Off. C'est ce que nous allons proposer aux journalistes lorsqu'ils vont venir faire le tour. Donc il y a beaucoup de galeries qui souhaitent faire des expositions à thème ou pas à thème. L'idée, c'est de les laisser complètement libres. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on pose un thème, ça dérange terriblement la créativité des artistes qui n'ont pas envie de faire un service de table, etc. Donc on a dit on ouvre complètement. C'est une liberté absolue de créativité, avec évidemment un certain niveau, bien évidemment. Mais enfin, tous sont tout à fait recevables, me semble-t-il. Bon, je n'ai pas vu du tout les dossiers, mais d'après ce que j'en ai entendu, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je pose cette question parce que clairement, la Biennale internationale, c'est un événement majeur, mais finalement, qui autour d'elle, après, laisse chaque année, en fait, chaque 2 ans, une espèce de vide sidéral, parce qu'il n'y a pas de report sur la commune réelle, et vous en êtes aperçu clairement il y a 2 ans. La Biennale Off, parce que de off, il n'y a que la labellisation de ce nom finalement qui est pas mal. L'idée évidemment, c'est de faire un parcours dans la ville, et moi j'insiste encore une fois pour que les œuvres à visiter soient disposées chez les restaurateurs, chez les artistes, dans les galeries, parce qu'il y ait vraiment un véritable parcours. C'est tout à fait une idée qui a été reprise, puisqu'on leur a proposé. Alors après, comme je vous le dis, c'est libre. Donc chacun
de proposer à un artiste, peut-être un restaurateur, ou à peut-être lui-même intervenir sur une création, un plat, etc. On pense que véritablement il y a un tel potentiel sur notre commune qu'il serait intéressant de le proposer. Et c'est un peu le but, c'est ce qu'on avait un petit peu dit l'année dernière, ça serait intéressant d'agréger nos savoir-faire et nos talents à la Biennale internationale. C'est pour ça qu'on a lancé cette Biennale Off, mais sans enfermer les créateurs dans un thème qui aurait pu les déranger. Ce qu'on avait tenté pour le Printemps des poètes, qui n'a pas du tout fonctionné, parce que c'est autour d'un poème qui n'a pas convenu. Voilà. Donc on s'est retrouvés en panne d'œuvres, parce que ça ne les inspirait pas. Donc on a choisi la liberté absolue, et chacun s'exprimera selon son souhait et son envie. Parce qu'évidemment, on a beaucoup d'artistes sur la commune et il faut vraiment les valoriser. Et je tenais à dire un petit mot sur la manifestation qui est organisée le 26 mars, le Valoria Festival, qui a commencé comme la suite de l'année dernière dans la salle du Minotaure, et on a voulu faire un tremplin. On a voulu faire un tremplin pour des groupes locaux et en tous les cas du département. Et il y aura, et je vous remercie de votre aide, une scène off, puisque le mot off, il faut le labelliser, je pense que c'est intéressant. Il y aura une scène off à l'extérieur. On a sélectionné sur une vingtaine de candidatures 6 groupes qui viendront jouer avec un cahier des charges qui était des compositions originales. Il n'y a pas de reprise. Et autour de ça, on a voulu avancer un petit peu dans la création et on est allé voir les artistes de la commune. On est allé en voir une douzaine pour l'instant et les 12 ont répondu présents, qui viendront autour de cette manifestation et dans la journée du samedi 26 créer sur place des œuvres. Et je pense que c'est important qu'il y ait ce lien sur la commune, parce qu'aujourd'hui la ville de Valoris, c'est une ville qui se veut évoluer dans l'artistique, plus dans le culinaire, mais au sens large. Je crois que tous les événements qu'on doit mettre en place, ils doivent avoir un attrait avec ça, et que ce soit des biennales, que ce soit des manifestations, il faut vraiment toujours relever ce côté artistique. Et je remercie aussi Carré Lucelli pour son aide, et en tout cas l'Office du tourisme aussi pour leur communication, et le site de la ville qui en parle aussi. Voilà. Oui, je vous remercie. Ce sont des initiatives que l'on apprécie, qui sont soutenues par la mairie. Pour en revenir aux commissions, simplement une précision. On ne fait pas les commissions à l'heure du thé, simplement nous avons une petite difficulté, c'est que dans le monde culturel, nous avons de jeunes parents. Donc les agents ne sont pas disponibles forcément le matin et tard le soir. Donc ça nous pose une grosse difficulté lorsque nous posons une commission culturelle. Donc on va réfléchir avec les agents, peut-être 13h30 ou quelque chose comme ça, pour pouvoir les avoir sans trop... voilà, parce que vous parliez du stress, le fait de ne pas pouvoir aller chercher son enfant ou de ne pas l'amener à l'école, ça participe aussi du stress des jeunes parents qui sont aussi agents municipaux. Évidemment, il y a beaucoup de villes aussi qui font des commissions entre élus, puisqu'évidemment, on peut partager l'information entre élus, et ça n'implique pas ce genre d'horaire. Donc on est dans un autre type de commission, mais partager l'information, et qu'on soit... donc ça peut se faire le soir, ça peut se faire la nuit, les élus sont tous partants pour... Je peux tout à fait faire des commissions entre élus, ça ne pose aucun problème. J'attache beaucoup d'importance à la reconnaissance du travail d'un agent, parce que, comme vous le savez très, très comme moi, que ces agents sont très, très, très engagés. Vraiment, ce sont des artistes même, très engagés, et je crois qu'il est juste que vous puissiez voir la qualité de travail et le montage de leur dossier. Donc c'est un petit peu pour ça. Après, je peux vous présenter le dossier, voilà. Mais je trouve dommage de les priver de cette reconnaissance. C'est très très important pour eux et pour moi, parce que c'est eux qui ont la part la plus importante, la plus difficile en montant ces projets. Là, la Biennale Off, c'est quelqu'un qui tourne chez chaque artiste, qui va solliciter et qui propose et qui explique. Donc c'est un investissement personnel, vraiment, et volontaire. C'est vraiment un choix très engagé. C'est pour ça que c'est intéressant aussi que
qu'ils aient cette reconnaissance des élus. Bon, nous, on leur dit le bien que nous pensons d'eux, mais c'est peut-être pas suffisant, et c'est bien qu'ils vous présentent aussi leur travail à leur manière, à leur façon. J'en suis conscient, et c'est pour ça qu'on est d'autant plus frustré de ne pas pouvoir y participer, puisque la qualité des informations qui sont données par les agents, après, évidemment, moi j'ai pas fait confiance en vous pour les retranscrire un petit peu plus tard dans la soirée quand on n'a pas pu y sortir. Il n'y a pas de souci, ça, si vous voulez. Et d'ailleurs, et là, je peux rendre hommage à M. Bertrand pour une fois j'ai pas pu assister à la commission sur les emprunts, etc. Parce qu'évidemment, elle était à une horaire où je ne pouvais pas. Et il m'a appelé le soir et donc il m'a donné toutes les informations nécessaires de ce côté-là. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.